et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est la deuxième partie de cette émission sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous rediffusent et avec TV5 Monde. Aujourd'hui, on va être très populaire chez les jeunes. Dernier week-end avant le bac, c'est Frédérique Vidal, notre invité, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est sur ce plateau. Merci d'être là pour vous interroger. À mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et bonjour Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour. Merci d'être là sur ce plateau ce matin. Bonjour. On démarre tout de suite. Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, à 2 jours du bac, on va y revenir tout à l'heure, avec la crise diplomatique entre avec l'Italie à propos de l'Aquarius, donc ce bateau de migrants que l'Italie a repoussé. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas eu du mal à trouver le ton juste? Est-ce qu'il ne réagit pas trop tard? Est-ce qu'il n'est pas allé au fond un peu trop loin? Alors, je pense qu'il faut simplement rappeler les faits, rappeler ce qui s'est passé. Le droit international dit que lorsqu'un bateau est à proximité des côtes d'un pays, c'est à ce pays de l'accueillir, et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Le fait de laisser arriver ce bateau aussi près des côtes italiennes et puis de décider de ne pas l'accueillir, évidemment, c'est ça le point de crispation initiale. Ensuite, le président l'a toujours dit, la solution, elle doit passer par l'Europe. Et il faut revoir les différentes règles d'accueil, et notamment la question des accords de Dublin. Et puis surtout, il faut travailler sur les pays de départ. Et il faut faire en sorte que des missions consulaires sur place soient capables d'identifier les personnes qui peuvent bénéficier du droit d'asile et les amener en toute sécurité dans les pays qui les accueillent. Madame Vidal, alors vous dites solution européenne, il y aura d'ailleurs un Conseil européen dans quelques jours. On a pourtant l'impression que Emmanuel Macron est isolé sur la scène européenne au moment où l'Autriche, l'Italie, mais aussi le ministre allemand de l'Intérieur veulent créer un axe très dur pour des solutions radicales contre l'immigration clandestine. Mais contre l'immigration clandestine, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Et évidemment, il faut faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu, parce que cette immigration clandestine, en fait, elle nourrit les réseaux de passeurs. Mais est-ce que Macron n'est pas Donc c'est vraiment ça qu'il faut travailler. manque d'alliés? Non, puisque je pense que de ce point de vue-là, les choses sont extrêmement claires. Des règles d'accueil pour les demandeurs d'asile en Europe qui soient claires et qui soient applicables. C'est vrai que on a travaillé sur le franco-italien, mais de façon plus générale au niveau européen pour revoir ces règles d'asile. Et puis surtout faire en sorte que on n'incite pas les passeurs à continuer à amener des bateaux auprès des côtes européennes. Non, je crois vraiment là encore que tout ce qui a été fait, notamment au niveau de la Libye, tous les déplacements consulaires qui font que l'on peut justement travailler avec les personnes à accueillir avant qu'elles ne prennent la mer et qu'elles ne mettent leur vie en danger. Je pense que c'est exactement tout ça qu'il faut travailler, plus bien sûr veiller à ce qu'il y ait moins de conflits dans certaines zones, et puis redonner de l'espoir de développement économique au pays dont certains de ces migrants sont originaires. Je voudrais revenir un instant sur la polémique avec l'Italie, parce que vous ne répondez pas à la question de Cyril. Est-ce qu'Emmanuel Macron est allé trop loin? Je rappelle simplement un chiffre. En 2017, la France a reçu 110 000 demandes d'asile. Elle en a refusé 78 000, ce qui la place en deçà de la moyenne européenne. Est-ce que nous sommes le bon pays pour critiquer l'attitude de l'Italie, qui a été laissée relativement seule ces dernières années face à ce problème d'afflux de migrants? Mais le fait que l'Italie ait été laissée seule, ça c'est quelque chose que évidemment le président reconnaît. Et d'ailleurs, ça fait partie des échanges qu'il a déjà eu mercredi soir avec le Premier ministre italien, et qu'il aura probablement aujourd'hui pendant le déjeuner. La vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les demandeurs d'asile qui peuvent bénéficier du droit d'asile arrivent en sécurité dans les pays qui les accueillent, plutôt que la façon dont... Par rapport à l'attitude... Le mot de cynisme qui a été employé, d'abord je crois qu'il traduit aussi une vive émotion, et bien sûr, quelque part, on peut parler de cynisme, parce que quand on laisse approcher un bateau aussi près de ses côtes, le droit international veut qu'ensuite on l'accueille. Alors sur un tout autre sujet, aujourd'hui se termine le congrès de la mutualité à Montpellier, le président s'y est exprimé. On s'attendait à un tournant social, il n'en a rien été. Est-ce qu'on n'a pas un président de la République qui assume d'être de plus en plus à droite ?
Alors là encore, hein, c'est votre opinion d'estimer qu'il n'y a pas de tournant social. Je crois que c'est Einstein qui disait que si on ne peut pas attendre des résultats différents si on ne change jamais les méthodes. Or, les résultats, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est les personnes qui bénéficient du RSA, qui 4 ans plus tard bénéficient toujours du RSA et sont toujours pas en emploi. C'est plus de 30% des gens qui ne savent même pas où et comment demander les aides auxquels ils ont droit, tellement le système est compliqué. Donc, ce qui est absolument nécessaire, c'est d'abord de mettre en place de la prévention, et puis ensuite de faire en sorte que ces aides sociales, elles soient efficaces et elles atteignent leur but. Lorsque vous avez des aides de retour à l'emploi, la façon d'évaluer la qualité de ces aides, c'est d'évaluer s'il y a ou non retour à l'emploi. Lorsque le chef de l'État dit qu'on consacre trop de pognon, ce sont ces termes, aux aides sociales, les aides sociales qui sont consacrées aux plus défavorisés, elles sont de 4% du PIB. En deçà, par exemple, de la Grande-Bretagne, est-ce qu'on consacre trop de pognon aux plus défavorisés? C'est-à-dire il faut donner la phrase dans son entier. C'est avec si peu d'efficacité. Et le sujet, c'est vraiment le sujet de l'efficacité. Lorsque, l'année dernière, à l'automne, avec le Premier ministre et Jean-Michel Blanquer, nous annonçons le plan étudiant, nous annonçons qu'à la rentrée 2018, il y aura 100 millions d'euros d'économies pour l'ensemble des familles et des étudiants. Bien sûr que l'idée, c'est de faire en sorte que les mesures qui soient prises et l'argent qui est l'argent de tous, hein, qui est investi au service et pour aider les plus pauvres, eh bien, atteignent son objectif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que nous pouvons tous reconnaître. C'est pas toujours le cas. Marcelo Westphred, Édouard Philippe a reçu un rapport de sénateur sur les 80 km/h. Oui, alors il l'a reçu, mais il campe sur ses positions. Alors ce rapport dit, en gros, propose qu'on change la méthode, qu'on délocalise un peu plus la décision. Le Premier ministre dit il n'en est pas question. Est-ce que, pourquoi si peu de concertation finalement sur un sujet qui est quand même assez impopulaire? Et vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes résolument pour cette réduction de vitesse? Oui, je suis résolument pour, puisque c'est quand même presque 300 morts par an qui sont évitées lorsque l'on réduit la vitesse, et ça, c'est ce que montrent les études. Et puis, ce qu'a décidé le gouvernement, c'est d'avoir une période d'expérimentation et de vérifier qu'effectivement, cette baisse de vitesse de 90 à 80 km/h va permettre de sauver des vies. On fera ce bilan dans 2 ans et on en tirera les conséquences. On ne peut pas décider de prendre une mesure et puis changer d'avis tous les 3 mois au prétexte que sur certains départements, les gens ne sont pas d'accord pour l'appliquer. Nous nous sommes engagés à travailler sur la question de la vitesse parce que c'est un vrai sujet. Alors évidemment, 300 morts par an, peut-être que les gens ont l'impression que c'est peu. Lorsque ça vous arrive à vous, vous n'avez pas l'impression que c'est peu. Et puis, on a dit qu'on évaluerait dans 2 ans l'efficacité, et c'est ce qu'on fera. C'est Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est notre invité politique ce matin. On passe à la grogne sociale. Le mouvement à la SNCF s'affaiblit et le mouvement dans les facs se termine avec le déblocage de la dernière fac cette semaine à Nanterre. Est-ce que c'est la fin du printemps social? Alors, bon, ce que je dirais concernant ce qui s'est passé dans les universités, c'est que ça a été quelque chose d'extrêmement atypique qui n'a absolument pas ressemblé à ce que l'on voit habituellement lorsque les étudiants sont mécontents ou souhaitent manifester. C'était des blocages très limités dans un très petit nombre d'endroits, avec énormément de violence et énormément de dégâts. Alors vous avez un chiffrage d'ailleurs du coût des dégradations. Vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples? C'est 1,6 million de dégradations annoncées sur Grenoble, notamment, plus de 600 000 euros sur Montpellier. Enfin, ça va se chiffrer en millions d'euros. Ces mouvements? Totalement. Vous avez parce été pris que non, ce qui m'a surpris vraiment, c'est la violence. Vous savez, je viens du monde universitaire. J'ai évidemment eu des assemblées générales, des discussions avec des étudiants. Ils cassent rarement leur lieu de travail. À Grenoble, c'est 2500 mètres carrés de salles mises à disposition des étudiants. Comment vous l'expliquez? Pour apprendre les langues qui ont été saccagées. Pourquoi? Comment vous expliquez cette violence? C'est une violence qui, à mon avis, est vraiment à l'origine de petits groupes qui sont radicalisés, qui sont anarchistes. D'ailleurs, quand on voit les tags qui sont présents
on se rend bien compte que ce sont C'était des des tags. vrais étudiants, en gros, la question de Christelle. Moi, j'ai tendance... évidemment, il y avait probablement quelques titulaires d'une carte d'étudiant dans le lot, mais globalement, c'était pas du tout quelque chose qui ressemblait à un mouvement étudiant. Et c'était probablement assez peu d'étudiants et plutôt un lieu pour avoir une forme de tribune et une forme peut-être aussi de commémoration de mai 68. Marcelo Estrade. Non, sur Parcoursup, on en est où aujourd'hui? Combien de personnes ont reçu une affectation et combien sont sans affectation? Alors, il y a un peu plus de 78% des candidats qui ont une affectation. Si on passe sur les bacheliers, c'est plus de 81% et plus de 90% pour les bacheliers généraux. Il reste 140 000 personnes qui sont en attente d'une proposition. Mais il faut bien se rendre compte que 15% des places ne sont pas sur Parcoursup, et ça c'est quelque chose que la loi va corriger. Donc aujourd'hui, par exemple, vont tomber les résultats des concours pour les écoles d'infirmières et d'infirmiers. On va avoir les résultats des concours des IEP la semaine prochaine. Donc ça signifie que des jeunes qui ont probablement accepté des places vont être aussi reçus au concours et de nouveau libérer les places s'ils préfèrent les écoles. C'était un système extrêmement stressant, Parcoursup. On a vu les étudiants discuter énormément sur Twitter. Ouais. On les a sentis très angoissés, les parents aussi. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour l'année prochaine? Alors d'abord, je pense pas qu'il était complètement plus stressant que l'année dernière, où quelques jours avant le bac, on avait une réponse. Mais peut-être que les années précédentes. Et où on devait répondre oui ou non. Non, le stress était beaucoup plus violent quand on était devant une seule proposition qu'il fallait accepter ou refuser. D'ailleurs, la preuve, c'est que en moyenne, seuls 64% des lycéens acceptaient la proposition que l'algorithme leur faisait. Donc c'était vraiment loin d'être un système parfait. La question de la temporalité, c'est quelque chose qui avait été discuté cet été, qui avait été demandé. Il fallait qu'on se situe suffisamment en amont du bac pour que justement le système qui est dynamique se déroule et qu'on se retrouve au moment du bac avec la majorité Mais quelque des chose lycéens à améliorer qui pour l'année avaient une prochaine. proposition. Oui, probablement des choses à améliorer. Il y a un bilan qui sera tiré, bien sûr, à la fois avec des panels de lycéens, d'étudiants, de professeurs. Donc oui, forcément des choses qui sont toujours à améliorer. Il ne faut pas oublier que Parcoursup, ça n'est jamais que l'outil de mise en place, mais que la loi, elle travaille sur la question de l'orientation. Et ça, évidemment, il faut qu'on améliore cette orientation sur tout le cycle lycée. Et puis surtout, sur la réussite à l'université. Et c'est plus de 134 000 parcours personnalisés qui ont été proposés aux étudiants pour les aider à réussir. Et je tiens à dire que les lycéens les ont très largement acceptés. Ce qui signifie qu'eux-mêmes sont conscients qu'ils en avaient besoin. Marcelo Estrade, Stéphane Troussel a écrit une lettre ouverte, c'est le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Oui, alors justement, il pointe pour lui ce qui est une discrimination territoriale. En gros, la question, c'est est-ce que les élèves de banlieue ont moins de chances de s'inscrire dans une filière parisienne, notamment sciences politiques, médecine par exemple? Alors, je ne veux pas commenter le ressenti, et je crois que le ressenti est toujours légitime. Moi, je vais juste vous donner des chiffres. L'an dernier, on ne pouvait pas changer d'académie lorsque les filières étaient en tension. Donc les filières que vous mentionnez sont soit sélectives, soit en tension. On ne pouvait pas changer d'académie, sauf que personne ne s'en préoccupait parce que c'était l'algorithme qui décidait de ça. Ce qui fait que l'année dernière, c'est à peu près 20% des bacheliers de Créteil ou de Versailles qui, à la fin de la procédure, avaient pu rejoindre une formation dans Paris. Au moment où je vous parle, c'est déjà plus d'un tiers des bacheliers de Versailles ou de Créteil. Donc, même si le ressenti, parce que cette année on a les chiffres et parce que probablement il faudra encore travailler ces chiffres. Quand même, il y a quand même des quotas. Absolument, il y a des quotas. Tous les élèves de banlieue ne se retrouvent pas à Paris. Parce que sinon, expliquez-moi où vont aller les lycéens de Paris. Enfin, vous voyez, à un moment, il faut quand même qu'on fasse attention au fait que la majorité des lycéens veulent étudier à côté de chez eux. Est-ce qu'il y a moyen de les amener vers la banlieue, ces lycéens parisiens? Ça peut être ça, la mixité universitaire. Là, j'ai quand même une forme d'arrière-pensée à l'ensemble de ces questions qui vise à considérer que les universités Paris Intramuros seraient meilleures que les universités de l'autre côté du périphérique. Et ça, moi, évidemment, c'est absolument pas une idée que je soutiens. Les premiers cycles universitaires sont excellents dans l'ensemble des facultés et des universités en France. Et je ne vois pas
pourquoi il devrait y avoir une concentration sur Paris et quelle est cette idée qui laisse à penser que hors Paris intramuros, les formations ne sont pas de qualité et les jeunes ne peuvent pas y réussir. Alors, vous parlez de la qualité des universités. Un classement international vient de souligner la perte de vitesse des universités françaises. L'un des problèmes qui est pointé, c'est le nombre d'enseignants-chercheurs par étudiant. Est-ce que vous allez créer des postes dans le supérieur l'année prochaine? Est-ce qu'il y aura de nouvelles primes pour les enseignants? Alors, les classements auxquels vous faites référence sont des classements qui regardent des choses extrêmement variables. Et cette année, comme toutes les autres années, il y a des établissements qui sortent et des établissements qui rentrent dans ces classements. Le nombre d'étudiants par enseignant-chercheur, en moyenne en France, il est de 17 étudiants par enseignant-chercheur, ce qui est totalement dans, on va dire, la moyenne de l'OCDE. Néanmoins, pour répondre plus précisément à votre question, nous avons d'ores et déjà créé des postes pour cette rentrée, puisque nous avons créé plus de 17 000 places dans les établissements d'enseignement supérieur. Non pas qu'il manque de la place, parce qu'il y a 130 000 places libres, mais il manque de la place dans certaines filières très attractives pour les jeunes. Parce que vous étiez engagé quand même là-dessus. Absolument, mais les postes ont été créer créés. Pour l'année prochaine, cette fois-ci? Alors, et pour l'année prochaine, donc ça, c'est les choses qui sont en cours de discussion. Nous sommes en train de regarder où est-ce qu'il y a encore des phénomènes de tension pour ouvrir encore des places. Et puis, nous essayons de faire une modélisation pour savoir où on en a besoin l'année prochaine. Moi, je suis très attachée à ce que, pour répondre à la deuxième partie de votre question, à ce que non seulement il y ait aussi un système indemnitaire pour l'ensemble des personnels d'ailleurs qui prennent en charge les étudiants et qui s'occupent de la pédagogie des formations, mais je voudrais aussi et surtout que la partie pédagogique soit mieux reconnue et mieux prise en compte dans la carrière des enseignants. Vous annoncez de nouvelles créations de postes et des primes pour l'année prochaine? Déjà des choses mises en place et puis de prochaines annonces à venir. Alors, le crédit impôt recherche, c'est quasiment 5-6 milliards d'euros, c'est énorme, et c'est très critiqué par la Cour des comptes, par des commissions au Sénat. C'est parce que ça bénéficie beaucoup aux grandes entreprises, ça les aide à faire de la recherche et du développement, mais en même temps, il y a des abus, on ne sait pas si c'est très efficace, etc. Est-ce que vous allez en revoir, oui ou non, les modalités? Alors là encore, le crédit impôt recherche, il a un effet extrêmement bénéfique sur la recherche en France, puisqu'il fait que des grands groupes installent leur recherche et développement en France, même si leur marché n'est pas en France. Et donc ça signifie que ça nous permet d'avoir un capital de recherche en France qui est beaucoup plus important que s'il n'existait pas. Je vous rejoins sur le fait que pour le moment, les PME et les entreprises de taille intermédiaire l'utilisent moins parce qu'il est compliqué et parce qu'il est complexe. Vous allez y toucher ou pas alors? Et donc on doit pouvoir simplifier le mode d'utilisation. Et ensuite, ce qu'il faut évidemment, c'est là encore évaluer et regarder quel est l'impact, par exemple, du crédit impôt recherche sur l'emploi des docteurs. Mais pour ça, encore a-t-il fallu que nous inscrivions le doctorat au répertoire national des compétences professionnelles, ce qui n'était pas le cas jusqu'il y a encore quelques mois, ce qui peut paraître incroyable, mais le plus haut diplôme français n'était pas au répertoire national des compétences professionnelles. Donc oui, il y a encore des choses à faire. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Alors vous allez nous rendre très populaire chez les jeunes, c'est le dernier week-end avant le bac. Vous allez nous annoncer en exclusivité aujourd'hui, ce matin, les thèmes du bac. Juste la philo. Les sujets, vous voulez dire ou... Non, ça. Madame Vidal, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Vous avez vous-même, vous dirigez des universités. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil aux élèves, voilà, qui vont le passer à partir de lundi? Alors c'est très compliqué. Je suppose qu'ils sont pour la plupart d'entre eux relativement anxieux de savoir comment ça va se passer. J'ai envie de leur dire que ça va bien se passer et que il faut qu'ils continuent un peu à réviser, mais surtout qu'ils se reposent, qu'ils se détendent et qu'ils arrivent détendus aux épreuves, parce que le stress, ça n'aide pas. Madame Vidal, très rapidement, vous êtes docteur en biologie. Il y a très peu de scientifiques dans la politique française. Angela Merkel. Alors, français, justement, contrairement aux Allemands, par exemple, Angela Merkel a une thèse de chimie. Qu'est-ce qu'un chercheur apporte qu'un énarque n'a pas? Ah, vite. Quelle question. Je ne sais pas. Un chercheur apporte... le doute et les protocoles pour essayer de répondre aux questions qui sont posées depuis longtemps et pour essayer d'y apporter des solutions.
Merci Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, d'avoir été notre invité public ce matin. Merci Marcelo Westfred et merci Christelle Bertrand. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, se détendre à la veille des examens. Voilà le conseil de la ministre de l'Enseignement supérieur qui quitte ce plateau. Merci, Madame le ministre, à nos jeunes qui vont passer le bac à partir de lundi. Bonjour André Crétenant, vous êtes le directeur de l'information de TV5 Monde, chaîne partenaire de notre émission qui nous diffuse sur ces 9 antennes dans 200 pays. D'ailleurs, on passe aussi le bac à l'étranger. Absolument. Et Pascal Jalabert de l'Est républicain, un des quotidiens du groupe EBRA, vous dirigez le bureau parisien de ce groupe. On démarre tout de suite avec la réaction de la ministre de l'Enseignement supérieur sur la Libye. André Crétenant, sur ce bateau, l'Aquarius, on peut donner des leçons à l'Italie? Personnellement, je ne crois pas. Mais cela dit, je pense que... D'abord, je pense effectivement que la réaction qui a été celle d'Emmanuel Macron peut se comprendre et la ministre l'a bien expliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce bateau approche des côtes italiennes, j'allais dire non seulement le droit international, mais aussi une question de bon sens, une question d'humanité. Ce bateau aurait dû accoster, c'est évident. Ensuite, bien sûr, à partir du moment où ce bateau erre en Méditerranée, c'est vrai que là, la France, quand même, patrie des droits de l'homme, bon, on peut imaginer que la France aurait pu l'accueillir. Cela dit, c'est pas non plus une bonne chose, en fait, qu'entre deux pays européens tels que la France et l'Italie, que voilà, on se balance un certain nombre de reproches de ce type-là, c'est pas bien. Et moi, je suis convaincu qu'il regrette déjà. Il ne le dira pas, évidemment, puisqu'il aime parler cash. Voilà. Le président de la République ? Absolument. Mais je pense qu'ils ne sont pas très à l'aise, évidemment, avec cette histoire. Et on l'a vu d'ailleurs avec beaucoup de députés de En Marche qui le disent, c'était pas bien. Même si le problème, de manière générale, reste évidemment un problème européen. Et là, Emmanuel Macron a raison, bien sûr. Pascal Jalabert, il ne s'agit pas seulement du nombre de migrants qu'on accueille. Il y a aussi l'action de la France, notamment en Libye, sous Nicolas Sarkozy, qui peuvent poser problème, en tout cas, en termes de l'image qu'on a montrée. Je crois que tout pose problème. Le premier problème, et là, au moins, les Italiens ont provoqué un électrochoc, c'est qu'on les a laissés gérer l'ingérable pendant des années. Donc au bout d'un moment, ils disent stop, vous prenez même pas vos quotas, puisque je crois que la France a pris 678 migrants alors qu'elle avait promis 9000. L'Espagne a pris 20% de ce qu'elle devait prendre. Donc personne n'a même pas pris la part qu'il avait promis de prendre. Donc au bout d'un moment, alors la Libye, ben oui, la Libye ce n'est pas un État. Quand on a confié à la Turquie la gestion des migrants venus de Syrie, pour éviter que la Grèce supporte tout, ça a à peu près fonctionné, ça a plutôt très bien fonctionné. Parce que la Turquie est un vrai État moderne, structuré. La Libye, c'est rien du tout. Donc, si la Libye n'est pas capable, eh bien, allons-y. Allons-y, mettons un corps européen, mettons des checkpoints, enfin, des points de vérification là-bas. C'est des hotspots, je crois que le nom. Ce qui veut dire des endroits où, entre guillemets, on trie les migrants, employons les mots qui ont du sens. Voilà. Au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités et la France ne l'a pas fait. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est le péché originel d'une certaine manière. C'est que, voilà, les Italiens se souviennent que c'est quand même la France qui a bombardé la Libye. Et voilà, et on est dans les conséquences, évidemment, de cette guerre. Voilà, et ils sont en première ligne. Un mot sur donc, ce qu'a dit Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui était notre invitée il y a quelques minutes, sur Parcoursup. Alors ça a l'air d'être considéré par elle comme une réussite. André Crétenant. Si on en croit les chiffres qu'elle donne, oui, il y a une amélioration. Sans doute que le stress était aussi important ces dernières années, sauf qu'on s'était habitué. On s'était habitué au système et on savait comment réagir. Et comme toujours dans ces cas-là, on trouve le moyen de s'en sortir, de trouver, voilà, etc. Or, le système a changé. Donc aujourd'hui, évidemment, on peut mettre tous les défauts de cette situation sur ce changement de système. Je ne suis pas convaincu. Si j'en crois la ministre, les choses vont un petit peu mieux. Une des questions qui me paraissait importante aussi, c'est la question de la diversité et d'un accès assez large de tout le monde, et en particulier de ceux qui viennent de collèges et de lycées qui ne sont pas parisiens. Est-ce qu'ils ont un accès un peu plus important ? Les deux exemples qu'elle a donnés,
tendent à le prouver. Mais ça reste évidemment une question essentielle. Elle a admis en tout cas qu'il fallait améliorer le système. Pascal Jalbert. Oui, alors il y a la démographie qui complique ça, hein, puisqu'il y a beaucoup de jeunes bacheliers. Parcoursup n'est pas parfait, ça c'est clair, il va falloir l'améliorer. Mais il va peut-être Elle falloir... a dit d'ailleurs qu'il y aurait un point d'étape pour regarder voilà, les c'est un point améliorations. d'étape. Il va falloir à un moment donné assumer une vraie orientation. Peut-être l'apprendre en amont, dès la classe de la seconde. Peut-être voir si, après le bac, certains n'ont pas encore trouvé leur voie. Le problème, c'est le système global d'orientation. J'ajoute que là où il y a quand même une grosse imperfection, c'est que beaucoup d'universités n'ont même pas ouvert les dossiers. Oui. On l'a vu avec les lettres de motivation qui n'ont pas été lues. Certains ont même dit, moi je ne vais pas rentrer chez vous, on les a quand même pris. Donc, et les propositions ne correspondent pas toujours à ce que souhaitaient les étudiants, donc ils sont contraints d'accepter. Donc ça fausse peut-être aussi un petit peu les après, il y a des métiers, on en connaît bien certains. Il y a une étude qui est sortie cette semaine. Si vous voulez être chômeur, faites une école de journalisme aujourd'hui. Donc voilà, il y a des métiers en tension, d'autres qui ne le sont pas. Peut-être aussi que ces réalités ne sont pas suffisamment prises en compte en amont. Vous dirigez l'information de TV5 Monde, vous avez beaucoup de journalistes sous votre responsabilité, c'est vrai ? Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui cherchent un emploi, beaucoup de jeunes qui sortent des écoles. Voilà, mais je veux dire, c'est la question aussi de faire un métier qui corresponde à une passion, qui corresponde à leurs souhaits et leurs désirs. Est-ce que le pays, l'économie du pays peut absorber tout cela ? Ça reste complexe. Je pense que la clé est aussi dans le fait d'avoir une économie qui est dynamique, qui est en progression, avec des emplois. C'est ça aussi la question. Il faut qu'il y ait des emplois. Merci beaucoup. André Crétenant, directeur d'information de TV5 Monde. Merci Pascal Jalabert, qui dirige le bureau parisien du groupe EBRA, qui était là pour l'Est républicain ce matin. On va passer au Zap Monde. André Crétenant, ce qui s'est passé cette nuit, une revue de l'actualité du monde par vous, notre partenaire TV5 Monde. On le regarde ensemble. À tout de suite. Elles n'ont quasiment pas dormi depuis une journée, mais ça valait le coup d'attendre dans les rues de Buenos Aires. À lui seul, le temps passé par les députés argentins à débattre résume la sensibilité du projet de loi. L'Assemblée nationale argentine a voté en faveur de la légalisation de l'avortement au bout de 22 heures de discussion. 129 voix pour le oui, contre 125 pour le non. Ils ont tenu un débat historique, propre à la démocratie. Nous avons pu régler nos différences avec respect, tolérance et écoute de l'autre, en comprenant que la voie du dialogue est celle qui renforcera notre avenir. Après l'indécision et l'attente, l'Aquarius fait face aux éléments et à des vagues de plus en plus fortes. Soniata, 23 ans, et ses 2 filles sont sur la route depuis 1 an. Pour elles, peu importe les conditions, tant qu'elles arrivent en sécurité. Le voyage est difficile, mais je veux juste trouver un meilleur endroit où mes filles pourront aller à l'école. La crise est violente et fait vaciller le gouvernement allemand. Sous la coupole du Bundestag, les partis de droite CDU et CSU, pourtant membres du même bloc parlementaire, se déchirent sur le thème de l'immigration. Depuis trop longtemps, nous allons de compromis en compromis sur la politique des réfugiés, sans prendre de décisions claires et fondamentales. Nous devons reprendre le contrôle de la situation en Allemagne. En tête de la fronde contre Angela Merkel, son propre ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, surfe sur un mécontentement grandissant parmi la population. En première ligne, ses compagnons de la lucha, en rang serré, silencieux. Juste derrière, la famille de Luc Nkulula, puis des responsables de l'opposition. Et pour fermer le cortège, des anonymes venus accompagner le cercueil de l'activiste décédé dans l'incendie de sa maison le week-end dernier. À l'église, lors de la cérémonie funèbre, les nerfs lâchent. Le désarroi et la tristesse déferlent. Fred Boma, compagnon de lutte de Luc Nkulula, est inconsolable, incapable de dire les mots qu'il avait pourtant choisi de partager. Le temps des larmes, des funérailles, mais ici personne ne perd de vue la seule question qui compte. L'incendie dans lequel Luc Nkulula est mort, est-il criminel ou accidentel ? Résumé de l'actualité dans le monde avec TV5 Monde. Merci de nous avoir suivis. Demain matin, 7h30, rendez-vous pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Et à tous, bon week-end. Au revoir.